l'idée, c'est de voir comment on pourrait utiliser en fait ces exemples pour la surveillance du VIH/SIDA. Donc ces applications potentielles et faire une petite analyse critique là, et j'imagine qu'à ce moment-là, notre président de séance va probablement me couper parce que j'aurais dépassé les 15 minutes. Donc c'est un peu le plan de match aujourd'hui. Donc j'aimerais resituer un peu cette idée de surveillance participative là, dans le contexte, tout d'abord évidemment de cette reconnaissance du caractère extrêmement politisé de la surveillance des maladies infectieuses. Évidemment, je ne vais pas faire avec vous ici la synthèse de tous les travaux qui ont été faits là, sur le caractère politique de la surveillance, mais je pense qu'on a bien en tête les travaux là, qui datent de très longtemps, mais notamment Michel Foucault sur le caractère un peu de contrôle de l'utilisation de la surveillance jusqu'à des travaux beaucoup plus récents sur la gestion des risques, par exemple, dans le domaine de la santé, mais aussi, et aussi ailleurs. Mais ce qui est intéressant, en fait, avec la surveillance participative et la surveillance des maladies infectieuses en général, c'est la révolution qui a eu cours dans les dernières années où on s'est mis, en quelque sorte, à adapter la surveillance ou à augmenter les données traditionnelles de surveillance avec des données non officielles, avec des données qui proviennent en fait d'acteurs souvent non étatiques. Donc, c'est des données qui ne sont pas nécessairement médicales. Et donc, ça, c'est assez intéressant. Ça va être des données qui proviennent notamment d'Internet. Et on va utiliser, par exemple, ce qu'on appelle les métadonnées pour faire cette surveillance. Donc, nouvelle utilisation des données informelles, des données non officielles pour faire la surveillance des maladies infectieuses. Et ça va être associé, en fait, cette révolution avec le développement des technologies de l'information et des communications, mais aussi le développement d'Internet, où on va avoir un espace très intéressant, un nouvel espace de production de données. Ce qui est aussi intéressant, c'est qu'on va avoir de nouveaux acteurs qui vont être impliqués dans la production de ces données, et on pense à des acteurs non étatiques, mais en particulier à des acteurs corporatifs ou à des acteurs privés. Donc, il y a un décalage ou un décalement, si on peut dire, dans le type d'acteurs qui vont être impliqués. Et on va utiliser notamment les métadonnées, qui sont en fait des données qui décrivent d'autres données. Donc, ça va être des données, par exemple, vos comportements sur Internet, les types de sites web que vous consultez vont nous donner de l'information sur qui vous êtes et notamment sur votre état de santé. Et pour obtenir ces métadonnées, on fait ce qu'on appelle du data mining, et qui est simplement extraire de la connaissance de ce type de données-là. Et on va utiliser aussi, et ça c'est assez intéressant, les médias sociaux, donc ce que nous postons sur les médias sociaux, sur Facebook, sur Twitter, etc. Donc 3 grands changements, des nouveaux types de données, des nouveaux moyens de les obtenir, et aussi des nouveaux acteurs. Et donc, au final, ce qu'on observe, c'est une nouvelle culture de production et de circulation des données qui vont s'inscrire dans le contexte plus large de volonté de prévention, mais aussi de préemption et d'anticipation des phénomènes sanitaires. Donc, je ne cherche plus nécessairement à mesurer le phénomène actuel, mais à anticiper un peu sur les futurs développements et donc à prédire l'évolution des phénomènes sanitaires avant même qu'ils se produisent. Donc, c'est un peu toute la logique ou la rationalité qui se trouve derrière ce type de surveillance participative. Et on va avoir une forme de décentralisation, en fait, du contrôle des mécanismes de surveillance et potentiellement, et là, c'est plutôt une question qu'une affirmation, potentiellement un rôle assez intéressant pour les citoyens puisqu'il va y avoir une décentralisation où on va en fait déconstruire un petit peu le monopole des institutions nationales ou internationales publiques qui produisent les données sanitaires. Donc potentiellement un rôle intéressant pour les citoyens. Hein. Et je le mets là en parenthèse avec point d'interrogation et tout. Et donc au final, les conséquences de cette nouvelle culture de production-circulation des données, c'est vraiment une transformation des différents éléments de la surveillance des maladies infectieuses, avec notamment les 4 grands moments clés, la collecte, l'interprétation, diffusion et intervention sur les données de surveillance, et des nouvelles pratiques ainsi que de la réorganisation des acteurs, notamment avec des acteurs corporatifs.
Et donc, pour définir un petit peu ce que j'entends par surveillance participative, vous allez voir, le terme participatif doit vraiment être mis entre guillemets. Donc, c'est un phénomène où on va avoir une certaine forme d'automatisation des processus de surveillance qui vont maintenant se faire en temps réel en utilisant c'est une certaine forme d'infrastructure technologique où on va aller chercher de l'information de vos comportements en ligne, etc., pour en extraire de la connaissance ou pour en extraire des données par rapport à la santé. Et donc, ce qui est important de bien comprendre, c'est qu'on n'utilise pas des données à proprement parler de santé pour extraire cette connaissance là, sur votre santé. Je vais vous donner des exemples là, tout de suite après. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il s'agit ici d'un processus qui est volontaire. Donc, c'est pour ça que j'ai appelé ça une surveillance participative. Mais évidemment, ce caractère volontaire n'est pas tout le temps affiché ou n'est pas tout le temps clair. Par exemple, lorsqu'on consulte des sites Internet où on achète des produits en ligne, ce sera ce type de données qu'on va utiliser. On ne sait pas nécessairement qu'on va utiliser ces données pour tracer l'évolution des pandémies ou des épidémies. Donc, c'est pour ça que c'est le caractère volontaire, évidemment, est à mettre entre guillemets. Et donc, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on va utiliser cette surveillance participative notamment pour la production de données, mais aussi pour la circulation de ces données. Donc, on va utiliser les mêmes outils à la fois pour produire des données, mais pour les circuler, notamment, comme j'ai dit, au travers d'acteurs non étatiques. Donc, je vais vous montrer quelques exemples. Le premier, je vais être très bref et je dois retourner à mes notes là, pour être certain de ne pas vous dire de bêtises. Et donc, le premier exemple, c'est Google Flu, en fait, qui a été créé il y a de ça quelques années, qui n'est plus en activité. Mais ce qui est intéressant avec Google Flu, donc on concerne ici, on s'intéresse seulement à la grippe ou à l'influenza. Et donc, ce que faisait Google Flu, en fait, c'est qu'ils utilisaient vos données ou nos données de comportement sur Internet pour prédire l'évolution de la grippe, notamment aux États-Unis. Et donc, ce qu'ils faisaient, c'est simplement, il y a une agrégation des métadonnées concernant vos comportements sur Internet. Donc, ce que vous tapez sur Google, par exemple, je ne sais pas moi, j'ai mal à la gorge, qu'est-ce que je peux faire pour ne plus avoir mal à la gorge? Donc, cette question-là ou ces mots-clés est interprétée par la machine Google et transformée en connaissance. Et ce qui est intéressant dans le deuxième graphique dans le bas, c'est que en fait, les estimations de Google sont somme toute assez proches des estimations du CDC, donc le Center for Disease Control, aux États-Unis. À part à la fin, et c'est en partie pour ces décalages à la fin qu'ils ont cessé leurs activités. Mais donc ici, ce qui est intéressant, c'est qu'on utilise, Google Flu utilisait des nouvelles données, donc des métadonnées. Il y avait très peu de données de santé à proprement parler, à l'exception peut-être des rapports de vente de médicaments en ligne. Un deuxième exemple, c'est un exemple qui est encore en place, qui est assez intéressant, c'est le Health Map Project, qui en fait qui a été créé par le Boston Children's Hospital à Boston, aux États-Unis. Et eux, c'est un peu le même type de système ouvert, donc on va utiliser des métadonnées disponibles avec le Health Map Project, des données similaires, donc c'est un système qu'on appelle open source, et on va en fait géolocaliser les phénomènes sanitaires. On va utiliser aussi on va traquer en quelque sorte les rapports des médias ou les nouvelles sur différents sites de nouvelles pour identifier les phénomènes sanitaires. Donc en haut, c'est simplement lorsque vous accédez au site, on a un petit bilan de tous les phénomènes sanitaires. Mais ici en bas, en fait, vous voyez probablement pas très bien, mais c'est sur la situation en ce moment aux Philippines. Donc si vous avez été sur Internet, peut-être vous avez entendu parler de la recrudescence du VIH-Sida, d'une explosion de certains cas aux Philippines. Donc, ça a été en fait identifié par le système avant plusieurs acteurs publics, en fait. Et donc, ils ont développé des applications web et tout. De manière un petit peu plus innovateur, les médias sociaux ont aussi été utilisés pour prédire les phénomènes sanitaires. Donc, on pense à Facebook, Twitter, par exemple, ont été utilisés pour prédire les phénomènes sanitaires. Il y a des chercheurs qui ont montré, par exemple, que si on avait utilisé Twitter pour prédire l'épidémie de choléra en 2010 en Haïti, on l'aurait fait quelques jours, en fait, avant la découverte de la pandémie par l'OMS et les institutions nationales de santé publique. Mais on utilise aussi, par exemple,
exemple, les recherches sur Wikipédia, donc les métadonnées qui préviennent de Wikipédia. Si vous cherchez, par exemple, qu'est-ce que le choléra et tout, on agrège ces données et donc on est capable de produire des estimations. On utilise aussi des outils en ligne, comme par exemple des sites de réservation de restaurants. Donc, il y a des chercheurs qui ont montré qu'on pouvait prédire les évolutions de la grippe dans certaines villes aux États-Unis à partir de ces sites de réservation de restaurants. On le fait aussi pour des phénomènes non infectieux, comme par exemple des problèmes liés à la nourriture, aux empoisonnements alimentaires. On le fait aussi concernant la désinformation ou les attitudes perception concernant les médicaments. Et là, on l'a fait beaucoup aux États-Unis parce qu'il y a un très grand scepticisme concernant les vaccins, pour identifier les zones rurales en particulier où les gens sont le plus sceptiques quant aux vaccins et donc réarticuler les campagnes de prévention. On le fait aussi pour les médicaments et les effets secondaires, en particulier des médicaments. Donc, c'est très intéressant pour la pharmacovigilance. Et on le fait à partir de la géocalisation, parce que quand vous tweetez quelque chose, par exemple, votre message est géocalisé à partir d'un endroit particulier. Donc, en conséquence, c'est vraiment une profondeur, une personnalisation des données qui est assez intéressante. Et donc, les applications potentielles au VIH, SIDA, donc là, c'est vraiment une question ouverte et ça serait intéressant qu'on en discute par la suite. Mais il y a plusieurs options. Je vais passer les premières assez rapidement, mais notamment les facteurs de risque associés au comportement web. Donc, un peu comme on a fait avec la grippe. Donc, on est capable d'associer des comportements web à des facteurs de risque pour la grippe. Donc, on pourrait faire la même chose pour le VIH-Sida. On est capable aussi, avec la géolocalisation, de suivre des évolutions sanitaires, mais aussi de suivre des changements localisés. Par exemple, comme on l'a fait avec les Philippines là, dans les derniers jours. On peut aussi faire du ciblage web. Ça, c'est assez intéressant pour la prévention. Donc, en fonction, par exemple, de ce que vous écrivez sur des blogs ou de ce que vous écrivez sur Facebook et Twitter, vous proposez des publicités liées à la prévention, par exemple. Hein. On le fait très bien pour des trucs de voyage ou des produits qu'on nous propose sur Amazon, mais on peut le faire aussi pour des campagnes de prévention. Et je pense que le plus intéressant, c'est au niveau de la pharmacovigilance, donc d'être capable de retracer en quelque sorte les problèmes associés aux médicaments, donc les effets secondaires, la cessation de la prise de la trithérapie, par exemple. On pourrait potentiellement être capable de retracer ça à partir de ces données, de ces métadonnées. Donc, au niveau, évidemment, là, je passe très, très rapidement, il me reste 1 minute, mais au niveau, je pense qu'il y a une analyse critique très importante à faire au niveau de la surveillance participative. Évidemment, il y a plusieurs points très intéressants, rapidité, facilité d'accès, les coûts. C'est un système qui est ouvert. On pourrait potentiellement rejoindre des populations qui sont exclues, marginalisées, notamment de par l'anonymat de ces métadonnées-là. Il y a des limitations, évidemment. La qualité est un grand problème, mais aussi les 4 V du Big Data, donc Volume, Velocity, Variety et Veracity. Donc, c'est 4 grands problèmes. Il y a une quantité énorme de données à traiter. Ça arrive très, très rapidement. Ça prend de très grandes infrastructures technologiques. Ces données-là sont complètement diverses et différenciées. Et aussi, il y a des données qui sont de très mauvaise qualité. Je vais finir avec une anecdote. Google Flu, à une époque, avait identifié une épidémie de grippe à partir des médias sociaux, mais en fait, c'était de fausses données parce que Beyoncé, que vous connaissez probablement, qui est une chanteuse, avait eu la grippe et avait posté ce message sur Internet. Donc, ça avait un peu fait boule de neige. Donc, il y a des problèmes au niveau des données. Donc, voilà. Et pour terminer, deux questions peut-être je vous lance et qu'on pourra discuter tout à l'heure. Quel rôle on pourrait attribuer à la surveillance participative pour le VIH-Sida? Et aussi, est-ce qu'on pourrait peut-être considérer la surveillance participative comme un espace de réengagement des citoyens dans la lutte contre le VIH-Sida? Donc, merci.